Charles de Gaulle of France tours strife-torn Algeria to rally support for his plans for a referendum paving the way for self-determination. With characteristic indifference to danger, de Gaulle has disregarded police lines to mingle with crowds, Muslim and French alike. But while de Gaulle braved the crowds elsewhere in the North African state, in Algiers, bloody riots were staged by fanatic French settlers in opposition to his mission. Days of bloody street fighting between French settlers and army units that stayed loyal to the government took a shocking toll. Afterwards, Muslim demonstrators surged out of the Kasbah to match the violence of the French settlers. In the final toll of a week of bloodshed, over 100 were killed and thousands injured. Police, army units, and rebels dueled fiercely, exchanging Mais devant le devoir de s'instruire, tous sont égaux. Il n'y a que des corps qui changent. Et dans la Palmeraie, sous la direction d'un taleb ou maître d'école, les plus grands apprennent le Coran et laissent ainsi travailler leur maman. Au hasard d'une promenade dans Biskra, nous arrivons au beau milieu d'une conférence en plein air. Une foule d'indigènes écoute un des leurs, le plus savant, qui leur parle de la Mecque, des devoirs qu'ils ont envers eux-mêmes, envers leurs semblables et envers leur religion, ce qui a l'air de les intéresser profondément. Notons en passant l'originalité des transports dans cette ville. Mais il faut partir plus loin, dans le sud, et c'est avec une caravane que nous ferons cette partie du voyage. Maintenant, le silence nous entoure, le vrai grand silence, mystérieux et troublant. Voici le compagnon indiscipliné mais toujours fidèle du père, témoin de son assassinat, Paul Embarek, dont on calcule approximativement l'âge, 70 ans environ, raconte toujours avec émotion cette période illustre de son existence, aimant à revivre ses souvenirs au milieu des blés qu'il apprit à cultiver avec lui. Mais à côté de ce blé mûrissent d'autres moissons, morales et matérielles. Différentes missions scientifiques travaillent un peu partout dans la région. Pendant l'hiver, les géologues ont recherché de l'uranium dans le désert autour de Tamal Rasset. Il y en a. Mais ce gisement sera-t-il assez important pour commencer une exploitation qui sera d'autant plus difficile qu'elle se situe en plein désert? Alors pourra-t-on moissonner dans l'avenir ces richesses que nous offre le sous-sol? Et se pourrait-il que demain, ce soit le cadre d'une importante cité atomique? À défaut du pétrole, dont on ne parle pas ici, d'autres organismes recherchent divers minerais dont on a décelé l'existence. Mais le grand problème qui est à la base et qui conditionne l'ensemble des plans et des espoirs du Sahara, c'est l'eau. De l'hôtel du Hogar, nous nous dirigeons vers la Palmeraie. Sept mois se sont écoulés depuis la fécondation et les dates, fruits d'or des oasis, sont mûres. La récolte se fait avec le plus grand soin. Les indigènes grimpent aux palmiers et coupent les régimes dont certains atteignent parfois 20 kilos. Ils se les passent ensuite de main en main jusqu'au sol. Les fruits sont alors mis en caisse à la Palmeraie, puis dirigés vers la côte et enfin exportés. Il existe une centaine de variétés de dattes dans le monde, mais les plus appréciées sont les dattes de la variété d'Eglet Nour, nom arabe qui veut dire doigt de lumière.
perle des oasis de la vallée de l'Oued-Rir et ancienne capitale des sultans. Dans la ville, ce pittoresque lavoir. Puis cette claire piscine, dont nous goûtons mieux la fraîcheur après les pistes brûlantes et sablonneuses. Nous nous reposons au très accueillant hôtel transatlantique et repartons au hasard d'une promenade. Après le marchand de poterie, voici le diseur de Bonaventure. Il lit l'avenir dans le sable et peut donc être certain de ne jamais manquer de matière première. Plus loin, des moutons que l'on déshabille minutieusement. Que de beaux tapis et de vastes burnous en perspective. Et tout le monde est content. Les moutons qui avaient trop chaud et les hommes qui ne peuvent vivre nus. Perdu dans cette immensité blonde et mouvante, on pourrait croire qu'au-delà, il n'y aura plus jamais que le sable et le silence. Mais nous sommes sur la bonne piste et approchons d'Ouargla, où nous parvient déjà l'appel à la prière. Il y a à peine 15 ans, Ouargla était un peu plus qu'une mer de sable. Ouargla est maintenant une vraie ville, où les petites sœurs blanches poursuivent sans bruit leur vie de dévouement et d'humilité, soignant tous les maux, de l'ophtalmie à la lettre. Plus loin, le monument Fourreau-Lamy, puis le musée, vrai reliquaire des souvenirs du père de Foucault. Nos dignes montures nous attendent pour repartir vers Alger, que nous gagnerons en passant cette fois par Tougo.
cheikh El Arab, grand chef des oasis des territoires du Sud, nous reçoit avec une grande courtoisie et nous fait voir quelques aspects de sa demeure, vrai palais des 1001 nuits. Nous sommes introduits dans un vaste salon. Au milieu d'œuvres d'art de toutes sortes, préside le portrait dédicacé du maréchal Pétain. Puis nous assistons à l'accomplissement d'un rite très curieux, la fécondation des palmiers. Cette fécondation ne sera bénie d'Allah que si elle est accompagnée de la petite chanson que vous entendez en ce moment. Les indigènes grimpent sur les palmiers dattiers au moment où les spates femelles sortent et y introduisent le pollen recueilli sur d'autres palmiers mâles. De cette union naîtront les régimes de dattes si délicieux. Il suffit d'un palmier mâle pour 125 palmiers femelles. Ne sommes-nous pas au pays des harems? Ici, l'approvisionnement en eau est la principale occupation des femmes. Lorsqu'elles ne vont pas à la fontaine, c'est qu'elles en viennent. Combien d'enfants de chez nous, lassés de leur ours en plus, en diraient à ceux-ci leurs beaux jouets vivants?